Formulabula. 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 Je veux être calife à la place du calife. 1000 milliards de 1000 sabords. Je dirais même plus. Pressez ce bouton et criez dring. Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous, ces romans. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire. Formulabula, bande dessinée et plus si affinité. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Marie Cachet, je suis journaliste, je travaille régulièrement pour la revue La Déferlante, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une revue indépendante, sans publicité, qui documente les révolutions féministes depuis plus de 4 ans maintenant. Et d'ailleurs, il y a un stand là-haut, donc n'hésitez pas à passer voir l'équipe, à regarder la revue, voilà. Et enfin, je vous en parle d'autant plus que La Déferlante, c'est une revue où il y a beaucoup de dessins, et notamment de créatrices de BD qui collaborent. Dernièrement, on a publié un livre jeunesse qui s'appelle Idui, qui est illustré avec les dessins de Léa Djeziri, que vous connaissez peut-être. Aujourd'hui, on va se demander ensemble, peut-on encore faire l'histoire de la BD sans les femmes ? Donc la réponse est évidemment non, mais on va réfléchir ensemble sur comment est-ce qu'on redonne une juste place et une belle visibilité aux créatrices qui ont été pendant très longtemps justement occultées. Et pour faire cela, avec moi, on a 4 invités. Donc je commence par présenter Lucille Auvouet et aussi Elsa Clé. Donc vous êtes 2 créatrices de bande dessinée et notamment vous avez fait ensemble un zine qui s'appelle Fanatic Female Frustration. Du coup, on a ces petites images et là vous pouvez voir le zine en question, et c'est un zine, je le précise, qui est vraiment un hommage à Aline Kominsky-Crumb dont on va reparler tout au long de cette table ronde à mon avis. Donc Lucille, vous êtes illustratrice basée à Marseille. Vous avez fait d'ailleurs toutes les deux la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Vous participez régulièrement à des fanzines et aussi à la revue La Déferlante. Donc ça, c'est une planche que vous avez fait pour le Fanatic Female Frustration. Quelques petites images pour accompagner. Et Elsa, donc pareil, basée à Marseille. Vous avez travaillé comme libraire dans une librairie spécialisée BD et vous allez bientôt sortir Elsa and the Haters chez Cambourakis en plusieurs tomes, et donc le premier en janvier 2026. Ensuite, Camille de Singly. Vous êtes docteur en histoire de l'art contemporain, vous êtes diplômée de l'école du Louvre et d'études supérieures en muséologie. Donc vous êtes critique d'art, commissaire d'expo, et notamment aujourd'hui vous intervenez en tant que directrice de cet ouvrage que vous avez donc co-dirigé avec Maryse René Hertiman et qui est sorti il y a un an, en mai 2024. Et donc, il s'appelle Construire un matrimoine de la bande dessinée. Donc, c'est très bien de vous avoir ici avec nous. Et enfin, Sophie Crumb. Donc, vous êtes dessinatrice, vous êtes la fille de Robert Crumb et d'Aline Kominsky-Crumb. Vous dessinez, vous peignez, vous faites de la musique. Et aussi, vous avez traduit ce livre de votre mère qui est sorti récemment, donc Sacré Bunch, aux éditions de l'association. Peut-être juste pour commencer, comme on va parler du matrimoine, j'ai une première question pour vous toutes, c'est comment vous avez trouvé, vous, votre matrimoine ? Est-ce qu'on vous a fait lire enfant des BD de femmes dessinatrices de bande dessinée, ou est-ce qu'il a fallu les chercher ? Peut-être vous pouvez commencer. Je pense que j'ai pas lu enfant beaucoup de femmes autrices de BD, et que ça s'est aussi fait par pas mal de heureux hasards, où quand j'ai eu entre les mains de la BD autobiographique faite par des femmes, ça m'a tout de suite beaucoup parlé, ça m'a donné envie d'en chercher plus. Et je pense que l'une des premières qui m'a vraiment parlé, c'était une BD de Caroline Sury, que j'avais découvert aux Arts décoratifs de Strasbourg à la médiathèque. Donc ça, à l'époque, vous avez quel âge ? 19 ans. Donc ça intervient tardivement. Oui. Et moi, je dirais que c'est aussi à partir de l'adolescence que j'ai commencé à découvrir plus d'autrices. Mon père était fan de BD franco-belge classique, donc il avait des Bretéchés, mais je les ai pas lus à l'époque parce que je pense que j'étais un peu trop jeune. Et j'aimais pas le dessin à l'époque. J'étais encore trop jeune pour apprécier. C'est par les mangas que j'ai découvert pas mal d'autrices, notamment Ayazawa avec Nana, que pas mal de personnes de ma génération connaissent, Muyoko Anno et d'autres. Et ensuite, c'est venu plus tard, et c'est venu aussi pendant mes études aux Arts Déco à la IR, dans une démarche de recherche justement d'autrices. Voilà. Plus un acte volontaire ensuite d'essayer de m'auto-former un peu, de découvrir plus d'autrices aussi et de lire plus d'autrices. Et alors, qu'est-ce que ça fait quand on les découvre ? Enfin, ça garde un impact ou pas plus que ça ? Je pense que oui, c'est aussi une recherche de personnes auxquelles on peut aussi s'identifier, de se dire « Ah tiens, qu'est-ce qui existe comme récit ? Qu'est-ce que moi j'ai envie de raconter ? Qu'est-ce que je peux me permettre de raconter aussi ?» Enfin, c'est peut-être dans ce sens-là, ouais. Camille de Singly, même question. Comment est-ce que vous avez trouvé votre matrimoine ? Donc de mon côté, la découverte, la première autrice, c'était Nicole Claveloux.
Nicole Clavlou à travers des publications qui étaient faites dans un journal pour ados, jeunes ados ou grands enfants qui était Okapi. Et elle avait créé donc pour Okapi cette créature insupportable qui est Grabotte. Et simplement, je pense que j'ai beaucoup aimé son œuvre, mais sans mesurer que c'était une femme, et cette conscience-là est venue bien plus tardivement, c'est-à-dire de comprendre que une lecture assez décisive d'enfance avait été faite aussi par une autrice qui était en fait une très grande autrice, mais dont j'avais clairement pas du tout entrevu toute l'importance. Et je pense que Claire Bretéché aussi était une lecture aussi d'enfants ou de jeunes adultes. Donc ça, c'était la première forme. Oui, Sophie, j'imagine que ça change. Enfin, vous avez une position particulière parce que vous avez grandi avec une femme moi, je pense dessinatrice. Que j'ai vu trop de BD, pas de mon âge, enfant. Que ce soit homme, femme. Et moi, j'ai toujours été sensible aux BD autobio. Que ce soit homme, femme, j'ai pas spécialement fait la différence parce que moi, après, j'ai fait un peu de BD moi-même, mais c'était pas un appel, je vais faire de la BD autobio parce que ma mère avait une voix tellement forte, tellement présente que j'ai dû me construire un peu en dehors de ça, quoi. Donc, c'est pas pareil que les autres. Mais j'étais quand même consciente de la grande gueule de ma mère et de ses copines, quand même, dans les années 80 et dans les BD que je lisais. Et la BD autobio, en particulier, m'a toujours touchée. Pas spécialement de femmes, aussi certaines, Phoebe Gleckner et Dory Sida, je les kiffais, mais c'est venu après ça. Parce que j'étais comme dans un tel bain de BD, tellement qu'il faut faire ses propres goûts plus tard, en quittant la maison. Mais est-ce que le fait d'être vraiment témoin du fait qu'une femme fait de la BD peut en faire, ça aide aussi, parce que ça libère à ses propres crayons? Non, pas spécialement, parce que pour moi c'était normal. Et après tu découvres ce que le reste du monde pense. Donc t'es là, mais en fait, donc t'es obligé de faire un chemin à part, parce que comme t'es grandi là-dedans, ouais, c'était un peu obnubilant pour moi. Donc, au début, tu trouves ça normal, l'ambiance dans laquelle tu grandis. Et après, tu te découvres que le monde est différent. Après. Je vois. Camille de Singly, votre livre s'appelle « Construire un matrimoine de la bande dessinée ». Alors, quel était le but de l'initiative? Du coup, j'ai envie de vous poser la question, comment est-ce qu'on construit un matrimoine? Et aussi, pourquoi est-ce que c'est important de le faire? Alors donc cet ouvrage Construire un matrimoine de la bande dessinée, c'est une aventure collective qui a été donc déjà c'est une co-direction avec Maryse Renée Hartiman, le livre en tant que tel, et c'est aussi le résultat d'un travail qui a été fait par des chercheuses en bande dessinée qui se sont fait appeler les Bréchoises et qui à partir de juste avant le Covid en fait se sont réunies avec pour objectif d'essayer d'aider à rendre plus visibles les femmes autrices en bande dessinée à travers un certain nombre d'actions comme un travail autour des archives des autrices, des séminaires, une exposition et un très gros colloque de 2 jours en 2022 auquel j'ai assisté. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que moi, je suis rentrée dans ce projet, qui était déjà en cours et qui était déjà très avancé, puisque c'était un gros colloque. Donc, c'est une sorte d'ouvrage qui est un peu entre des actes de colloque et plein de nouvelles choses qui ont été rajoutées. Et vous avez donc à l'écran, effectivement, c'est le sommaire du livre qui raconte un peu de cette aventure collective, avec plusieurs parties, reconstituer une généalogie, corps à corps et faire corps. Et le terme de matrimoine qui est maintenant très utilisé, quand on l'a choisi, il était déjà utilisé, mais peut-être pas autant que maintenant, où clairement on est dans quelque chose où ce mot-là a rejoint un vocabulaire courant. Il y a plein de journées, patrimoine et matrimoine. Et pour nous, c'était important d'utiliser ce terme-là parce qu'en fait, il a une histoire. C'est un terme historique. Matrimoine, c'est au départ les biens qui sont hérités des mères. Et en fait, ça a longtemps été un terme qui n'a pas été utilisé à une échelle plus large. Et il a fallu vraiment attendre les années 60 pour qu'on réutilise ce terme et que tout d'un coup, ça devienne quelque chose de commun. C'est-à-dire que c'est plus une mère à ses enfants et à ses filles, mais c'est tout un commun partagé qui se retrouve pour tous, en fait, et pour toutes, quoi. Et je pense que ce terme de matrimoine, il est aussi intéressant à penser dans un héritage mixte. C'est à la fois un héritage pour les femmes, mais aussi pour les hommes, et voilà, tout le monde. Et donc, en fait, c'est ça aussi, c'est reconstituer et constituer un matrimoine pour toutes et tous. Donc, c'est un peu ambitieux. Ça fait partie une des nombreuses initiatives qui vont dans ce sens-là. Juste, je précise que faire matrimoine, en fait, ou constituer un matrimoine, c'est d'abord être autrice, en fait. Et je pense que c'est comme la base, c'est-à-dire c'est constituer une matière
Et aujourd'hui, reconstituer un matrimoine ou faire matrimoine, c'est à la fois remonter dans le temps, mais en fait, c'est quelque chose qui est aussi en train d'avancer. Et il y a beaucoup plus d'autrices aujourd'hui qu'il n'y avait avant. Donc c'est à la fois aller découvrir ou redécouvrir. On va parler de Aline Kominsky-Crumb, mais c'est aussi juste donner une place à des autrices contemporaines. Et moi, je voulais souligner, parce que ce plateau a été constitué donc par d'autres, et je trouve aussi intéressant quand on parle de matrimoine de se dire qu'il y a plein d'endroits en fait pour faire matrimoine. Bien sûr, en tant que lecteur, lectrice, on fait matrimoine. Je disais autrice, ça paraît évident, mais en fait, en tant qu'éditrice, on fait matrimoine, en tant que traductrice, on fait matrimoine. Et bien sûr, la recherche aussi contribue à ça. Et donc, c'est plein de formes différentes et on sent bien qu'il y a quelque chose qui est large. Et j'avais une petite anecdote, Sophie Crumb, donc qui est tout à mes côtés. Quand on a fait ce livre, on a fallu demander le droit de reproduction d'un certain nombre de planches. Et on n'avait pas vraiment de budget, en fait. Et on se disait, bon, soit on arrive à avoir de la gratuité, soit, tant pis, on enlève des planches. Et on a enlevé quelques planches. Et j'envoie un mail à Sophie Crumb, et on se connaissait pas du tout, et pour une planche d'Aline Kominsky-Crumb. Et en fait, Sophie m'a répondu immédiatement, d'accord, pas de problème, rien à payer, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, avec ça aussi, c'est une contribution de faire matrimoine, c'est-à-dire de permettre à cette œuvre-là de pouvoir exister, de circuler, d'être montrée. Pour moi, c'est aussi faire matrimoine que d'être généreux aussi, en fait, là-dedans. Une des manières de construire le matrimoine, c'est aussi donc de rendre évidemment hommage aux créatrices du passé, et c'est un peu ce que vous faites c'est même totalement ce que vous faites avec votre zine, Fantasy Female Frustration. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce projet, comment ça s'est fait? En fait, c'est en 2022, au moment où on a appris la mort de Aline Kominsky-Crumb, et qu'on a, déjà on a vu les titres des articles qui parlaient donc tout ce qui est nécrologie et tout ça, et on était quand même assez déçus de ce qui était évoqué dedans. Ça parlait très peu de son travail personnel, mais plus de son rôle de muse ou d'inspiratrice, ce qui est souvent le cas pour les compagnes d'autres auteurs et auteurs de BD. Et moi, il y a eu une autre chose aussi plus personnelle, c'est que j'avais fait un espèce de transfert sur elle parce qu'elle ressemblait un peu beaucoup physiquement à ma mère. Et du coup, quand elle est décédée, ça m'a fait comme un espèce de deuxième deuil un peu. Et donc j'en ai parlé à Elsa, qui était aussi fan d'Aline Kominsky-Crumb parce qu'elle avait découvert quand on travaillait dans la librairie à Berlin où il y avait l'anthologie de Droit and Catholic qui était sortie en 2018 qu'elle avait pu lire. Et voilà, ensuite on s'est dit comment est-ce qu'on fait et on a trouvé une troisième personne, Morgane Somville, pour être 3 éditrices et chercher des autrices qui pourraient contribuer à ce fanzine. On a demandé à notre entourage, aux autrices qu'on connaissait déjà, soit des connaissances, par exemple Carla Paloma qui est à Berlin, ou aussi des gens qui ont fait l'école avec nous au début dans notre cercle proche, qui connaissaient le travail d'Aline Kominsky-Crumb et étaient tout aussi fans. Et donc là, on a déjà eu quelques autrices qui sont venues à nous. Et ensuite, on a des autrices qui sont venues de la part de Morgane Somville, qui nous a permis d'atteindre un réseau d'autrices belges qu'on connaissait pas du tout. Et ça nous a permis d'avoir ces 12 autrices qui sont dans le fanzine et qui sont aussi un peu de nationalités, de générations différentes. Et je précise que vous avez remporté le Fauve de la bande dessinée alternative au Festival d'Angoulême en 2025, donc bravo. Sophie, vous avez été contactée du coup par l'équipe d'Usine quand elles ont voulu se lancer. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'initiative? C'était sur Instagram, non? Qu'on s'est connues. On a voulu t'envoyer le Elles m'ont envoyé fanzine. le fanzine et moi j'ai halluciné parce que je savais même pas que des jeunes femmes de leur âge connaissaient Aline, son travail, encore moins faire une BD inspirée par elle. Donc moi ça m'a ému, touché, sidéré, j'ai chialé, j'ai rigolé. Surtout la BD de Lucille où elle dit mère jumelle, c'est complètement hallucinant pour moi. Et je me suis sentie, en fait, je suis pas toute seule avec l'héritage d'Aline. Putain, je savais même pas que les gens en France la connaissaient tant que ça. Je pensais qu'il y avait quelques fans des années 60. Bon. Et d'un coup, Aline nous quitte et elles apparaissent d'un coup. Donc c'était un peu mystique. Et on les a invitées dans notre village. Elles ont fait une expo, leurs dessins accrochés à côté des dessins d'Aline. Elles ont fait une dédicace et c'était un moment magique. Et du coup, maintenant, on a ce livre, donc Sacré Bunch, comme je le montrais tout à l'heure. Je pense qu'il permet vraiment, pour le lectorat français, de découvrir ou redécouvrir cette autrice. Donc vous avez traduit les textes de votre mère. Comment est-ce que ça s'est fait, le projet? Vous nous raconter? Eh ben, l'association m'a contactée quand Aline était encore malade. Donc elle était au courant que ça allait se faire. J'ai attaqué la traduction 1 an après sa mort.
Donc lourd, très lourd et dur à traduire parce que le langage phonétique juif new-yorkais, j'en parlais hier, est difficile à traduire, etc. Et puis je me suis refait toute sa vie, les moments difficiles, les moments trash, les moments drôles. Voilà, on rit, on pleure dans la même page, j'en ai parlé hier pas mal. Et puis il y a une espèce de boucle qui s'est bouclée parce qu'elle parle de comment elle veut pas que je grandisse aux États-Unis, on va l'emmener en France et 30 ans après je suis là en train de emmener sa BD aux Français qui est son pays fantasmé, rêvé d'adoption. Donc encore une fois un peu mystique la boucle qui se boucle avec elles qui sont là à la fin comme des jeunes pousses qui prennent le relais. Et je pense que ma mère est très contente de voir tout ça de là-haut. Oui, ça arrive tard, ça arrive trop tard peut-être. Enfin, comment vous expliquez que pendant tout ce temps, elle était quand même invisibilisée dans l'histoire de la BD? C'est typique, quoi. C'est toujours comme ça, non? Mais j'entends ma mère qui dit vous m'adorez tous maintenant que je suis plus là, tu vois, avec son humour. Hein, c'est malheureusement souvent le cas, non seulement pour les artistes qui hommes ou femmes, mais encore plus pour une femme, je pense. Et alors pourquoi encore plus pour une femme? Ah, on en a parlé hier. Mais dans l'ombre de Robert, bien sûr, de Voldemort, on va pas en parler aujourd'hui. Mais en plus, dessinatrice femme, et en plus, elle fait de la BD underground, pas spécialement accessible à tout le monde. C'est un peu trash, c'est un peu dur, c'est un peu chargé. C'est pas pour tout le monde, déjà, à la base. Donc, elle se fait critiquer beaucoup dans sa vie. Elle retourne à la cuisine, retourne au fourneau, voilà. Bon. Et en plus, c'est underground, donc c'est forcément un petit lectorat. Mais j'ai découvert, moi, Angoulême, il y avait quelqu'un qui avait quand même des fans d'Aline qui attendaient la traduction. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça. J'étais heureuse. De rencontrer ses fans. Ouais, puis c'est des hommes aussi, quoi. Pas que des femmes, mais des fans, des jeunes, qui ont essayé de lire sa BD en anglais, mais c'est compliqué parce que vous, les Français, en anglais, moyen. Et en plus, c'est phonétique, dialecte, enfin, c'est difficile à lire. Donc j'étais très heureuse de pouvoir rendre sa BD plus accessible ici. Camille de Singly, donc vous, dans le livre dont on a parlé, vous avez étudié 2 initiatives assez similaires à des années 70. Je pense à Women's Comics, donc aux États-Unis, et Anana, donc ça s'écrit A''Nana, donc qui sont deux initiatives importantes d'autrices de BD dans les années 70. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 2 initiatives et peut-être de leurs points communs, au contraire de leurs différences? Oui, effectivement, le choix de les comparer venait en fait de leur proximité de sortie en fait d'époque, c'est-à-dire que Women Comics est sorti un petit peu avant Anana, mais pas beaucoup. Et en plus, il y a eu vraiment une logique un peu de passage entre les 2 revues, à travers notamment la figure de Trina Robbins, en fait, qui était à la fois dans la revue Women Comics. Oui, je peux dire que tout le monde s'entendait bien dans ses aventures, mais bon. Et donc, qui a rencontré Jean-Pierre Dionnet, Yannick Guigrez, qui sont en fait couple et qui étaient tous les 2 derrière la revue Métal Hurlant. Et à la suite de cette rencontre et d'une envie aussi de faire une revue en France, Yannick Guigrez est devenue rédactrice en chef d'une nouvelle revue. Le principe, c'était une revue de femmes. Pas forcément que pour les femmes, mais en tout cas constituée principalement de contributions de femmes. Donc, et Anana. Donc, on a un peu des noms d'ailleurs de femmes. Il n'y a pas que des femmes dans la liste qui est au-dessus et derrière nous. Ah oui, Tardy est là. Dans la comparaison, en fait, une des questions que je me suis posée, c'est Women Comics a été une revue qui a été vraiment portée par les femmes, que par des femmes et par un collectif de femmes. Et donc, il y avait aussi tout un travail sur une rédaction en chef tournante et très horizontale. Et donc, que des femmes, ça fait 3 critères, en fait, qui, en fait, n'ont pas été derrière la revue Anana, qui est une revue que moi, je trouve très intéressante toutes les 2, mais voilà, qui sont pas exactement constituées de la même manière. Et après, la revue Women Comics a une durée beaucoup plus longue que Anana, qui a duré que quelques années, en fait, qui a été très rapidement censurée. Et donc, en 9 numéros, c'était plié, quoi. Donc c'est une revue qui a une courte durée aussi, une courte histoire. Donc ça donne pas non plus exactement le même rapport de développement en fait d'une œuvre, parce que la particularité de chacune, c'est d'avoir aussi accompagné des jeunes autrices dans un développement de leur propre œuvre. C'est assez passionnant de voir le dessin évoluer, les numéros passant. C'est une petite échelle pour Anana et une bien plus grande échelle pour Women Comics. Ce que je trouve intéressant, Aline Kominsky était dès le premier numéro des Women's Comics. Moi, c'est dans les Women's Comics que j'ai découvert son travail, parce que je l'avais commandé pour un travail de recherche pendant mes études.
Et surtout, il y avait une effervescence aux États-Unis à ce moment-là de revues faites par des autrices. Il y avait aussi Tits and Clits en Californie. Ensuite, il y a eu Wet Satin avec Trina Robbins qui elle a fait aussi cette revue. Aline Kominsky-Crumb a fait les Twisted Sisters en 1976. Donc en fait, il y avait vraiment une richesse et aussi de création féminine, quoi. Et cette couverture qui est complètement iconique et d'ailleurs qui était dérangeante aussi, ça qui créait des débats internes entre autrices qui disaient mais qu'est-ce que tu fais à te représenter sur les toilettes, c'est l'enfer. Et elle, ça la faisait rire. Donc il y avait plein de débats entre les autrices aussi sur qu'est-ce qu'on raconte, comment est-ce qu'on montre les femmes. Et ce que disait Aline Kominsky-Crumb dans une interview, c'est que à l'époque, les hommes représentaient les femmes comme des objets de désir et elles se créaient telles qu'elles étaient à leur propre image. Et ça, c'est ça qui est hyper réjouissant quand on lit tout ça. Et après, il y a le backlash un peu des années 90, on va dire 80-90, où le féminisme redevient un espèce de gros mot, les chiennes de garde, blablabla. Si tu te dis féministe, c'est vraiment la honte. Et du coup, toute cette génération-là d'autrices aussi, par exemple Julie Doucet, qui elle vient fin des années 80-90, elle disait qu'elle se sentait hyper seule et isolée. Et donc, nous, ce qu'on voulait faire aussi avec FFF, c'est reprendre cet esprit-là, de faire réseau entre autrices et de réentretenir ça, de faire une espèce de boucle, parce qu'en fait il y a toujours des vagues réactionnaires, on est en plein dedans, et donc de se dire en fait on fait le travail nous aussi en tant qu'autrices de recréer, de retisser des liens avec les anciennes générations. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'à la fin de notre revue, Elsa, si tu veux en parler, on a fait une page reco. On a fait une page de recommandation, comme on voyait à la fin des Women's Comics ou de toutes les BD qui ont été citées, où c'était avant l'ère d'Internet. Donc les personnes mettaient, si vous avez aimé ce zine, vous aimerez aussi sûrement. Et ensuite, ils mettaient toute la liste de Tits and Click, Wet Satin, etc. Et avec aussi les adresses pour écrire. Et je voulais aussi juste compléter ce que disait Lucille sur cette effervescence qu'il y avait aux États-Unis dans les années 70, où il y avait aussi l'émergence des fanzines LGBT, où il y a par exemple, après le premier numéro des Women's Comics, Mary Wings, elle a voulu réagir à la BD de Trina Robbins qui met en scène un couple lesbien, alors qu'elle-même, elle n'était pas lesbienne, et Mary Wings a trouvé ça nul. Elle était non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Et du coup, en 73, elle a fait le Come Out Comics, qu'on lui attribuait être le premier fanzine lesbien. Et elle a fait ensuite un autre fanzine, Are Your Eyes Getting You Down? Et il y a eu d'autres fanzines comme ça, notamment ceux de Roberta Gregory, qui ont émergé, qui avait fait le premier Dynamite Damsel aussi dans les années 70, quand elle était toute jeune, elle devait avoir début de vingtaine. Et ensuite, dans les années 80 aussi, tout le recueil des gay comics, dans les années 2000, Joyce Lee Mother. Enfin, c'est aussi une histoire des fanzines LGBT qui appartient à l'histoire des fanzines féministes, mais qui est encore plus méconnue. Je trouve ça hyper intéressant de voir que vous, ça vous a inspiré X années plus tard pour finalement refaire un peu, alors tu sais FFF, mais donc du coup je traduis, c'est Fanatic Female Frustration, mais je suis d'accord que c'est plus facile de dire FFF, moi aussi je vais faire comme ça maintenant. Je précise que si ça vous intéresse, Women's Comics, ça a été publié, ressorti, traduit, donc c'est lisible en français aujourd'hui. Et pour Anana, il y a eu un hors-série qui a été publié par Métal Hurlant il y a peut-être 2 ans, je sais plus exactement quand, mais enfin assez récemment. Voilà. Donc il y a quand même un travail de redécouverte, dont on va rechercher ces initiatives-là. J'ai envie de me tourner à nouveau vers toi, Lucille. Je sais que tu as fait un petit sondage tout à l'heure. Donc vous avez droit à une expérience incroyable, un sondage sociologique fait il y a quelques minutes. Voilà, avec une méthodologie un peu douteuse peut-être, mais en tout cas, je suis passée sur les stands des éditeurs et éditrices et je leur ai demandé s'ils devaient citer 3 noms d'auteurs ou autrices qui feraient leur panthéon personnel de la bande dessinée, de tous les temps et de n'importe où. Quels seraient-ils? Et je trouvais ça intéressant parce que ça montre un point T, enfin voilà, qu'est-ce qui ressort. Et ça montre quand même qu'il y a une progression, je trouve. En tout cas, il y a justement par rapport à cette idée d'un matrimoine. Donc il y a 109 noms qui sont sortis. Je pense pas avoir vu absolument tout le monde, mais c'est presque exhaustif sur les éditeuristes du festival. 109 noms qui sont sortis, dont 32% de femmes, 68% d'hommes. Et sur les 10 premiers noms, donc en premier c'était Anouk Ricard qui a eu 8 votes, ensuite c'était Julie Doucet, ensuite il y a eu Chris Ware, Hergé, Daniel Klaus, Yuichi Yokohama, Wilson McKay, Olivier Schrawen, Franquin et Bretéché. Donc même dans les 10 premiers, on est aussi sur 30% à peu près. Et ce qui est drôle, c'est que les 2 premières, c'est celles qui ont eu du coup le Grand Prix, des 2 dernières années à Angoulême. Donc je pense que c'est quand même un peu représentatif de la profession.
Mais voilà, en tout cas, il y a quand même du progrès, je trouve, par rapport à peut-être, il y a même, en 2016, quand Franck Bondou a dit, il n'y a pas de femmes qui ont fait des BD bien, donc pas besoin de les sélectionner. Donc déjà, en 10 ans, il y a quand même une progression sur justement la conception d'un matrimoine et d'un imaginaire collectif qui existe dans le monde de la bande dessinée et qui a fait des œuvres importantes. Voilà, c'était pour le petit point sociaux. Je précise que Franck Bondou, donc c'est le directeur, je sais pas quel est son poste officiel, mais en tout cas, le boss du Festival d'Angoulême, très contesté. Parce qu'effectivement, il a eu ces propos qui invisibilisent complètement le travail fait par les femmes pendant des décennies. Il y avait déjà eu des fortes réactions en 2016. Il y avait le collectif des autrices contre le sexisme dans la bande dessinée. Donc et puis ensuite il a persisté. Enfin bref, il est très doué pour dire n'importe quoi. Mais alors du coup, je note avec ton petit sondage que effectivement le fait d'être honoré par Angoulême, finalement, ça a un poids. J'ai l'impression que ça marque les esprits. Et après, du coup, on ressort comme ça ces noms de dire oui, Julie Doucet, évidemment. Et oui, et c'est ça qui est ambigu, c'est leur relation avec les institutions. Parce que quand on parle de matrimoine et de patrimoine, il y a ce côté institutionnel un petit peu. Et ce que je trouve intéressant dans votre revue, c'est que justement vous essayez de sortir un petit peu de ça, de cette figure du génie qui est souvent quand même forcément masculin et de trucs de l'universalité, de la neutralité des récits et tout, et de parler plutôt de constellation. Pour en revenir à ce prix d'Angoulême, c'est un prix qui interroge tous les professionnels de la BD. Donc en fait, eux, ils n'ont pas d'emprise sur qui est choisi pour ce grand prix. C'est les professionnels de la bande dessinée qui votent. Ce qui est nouveau, parce qu'il y a quelques années, et d'ailleurs c'est depuis que ça a été introduit, qu'on voit plus de noms de femmes dans les sélectionnés. Donc, Tu penses pas qu'ils ont fait exprès de faire de la contre... Je pense que c'est après 2016 qu'il y a eu ça, non ? C'est après justement... il me semble... Peut-être juste un petit rebond sur la question du chiffre, qui est intéressant. Enfin, super cette enquête sur le vif. C'est la proportion exacte du nombre d'autrices de l'exposition du Centre Pompidou 1964-2024. C'est un tiers d'autrices sur la totalité. Donc, c'est dit peut-être quelque chose de l'état actuel où on commence à faire remonter les chiffres, mais on est à un tiers et pas à 50 au moins. Enfin, ce qu'on aimerait. Ouais. Et on peut remarquer aussi quand même l'effort de Formula Bula. J'ai regardé aussi du coup Formula Bula, comment est-ce qu'ils avaient sur leur programmation. Et il y a une énorme majorité d'autrices pour les expos. Pour les rencontres aussi plutôt majoritairement des autrices. Seulement pour les 2 masterclass qui sont des hommes. Mais sinon quand même il y a vraiment, on sent quand même aussi que justement pour des festivals qui a un engagement, certains festivals politiques dans cette direction-là, et ça fait plaisir aussi. Alors du coup, je reviens à la question, donc comment faire redécouvrir, comment valoriser le matrimoine. Donc on a vu les prix à Angoulême, ça aide en fait, donc ça c'est pas mal. Il y a effectivement les projets de réédition comme Sacré Bunch, de livres universitaires. Est-ce que vous avez d'autres pistes qu'il faudrait, qu'est-ce qui peut marcher ou pas ? Les expositions aussi, en fait, sont quand même un outil relativement important pour découvrir notamment des corpus, des œuvres conséquentes. Et je pense que ça fait partie réellement des outils de reconstitution d'un matrimoine oublié. Donc ça, c'est aux institutions de se pencher là-dessus. Vous pensez à des expos en particulier ou... Ici, par exemple, c'est super d'avoir... celle de Formula Bula. Plein d'expos de femmes, en fait. Pas seulement, mais je veux dire, c'est aussi directement des éléments qui sont visibles. Et les institutions aussi, parce que comme on le disait sur l'importance aussi du prix d'Angoulême, de la même manière, il y a des lieux qui sont aussi importants en termes de reconnaissance, que ce soit au moment du Festival d'Angoulême, le musée de la bande dessinée. Enfin, il y a des lieux dont on attend aussi qu'ils soient un peu moteurs. Ouais. Moi, j'ai fait histoire de l'art au lycée. Et j'ai pas du tout étudié les femmes dans l'histoire de l'art. Il a fallu que j'étudie les femmes dans l'histoire de l'art après, pour découvrir Artemisia Gentileschi, Charlotte Salomon et tout ça. On m'avait pas renseigné ça du tout au lycée. Donc peut-être ça a changé depuis, mais j'espère un petit peu. Oui, c'est aux institutions de commencer à mais donc, du coup, ça veut dire qu'en attendant, on doit, nous, aller chercher par nos propres moyens. Et je pense que c'est aussi toute une question d'économie, que par exemple, on voit qu'en école d'art, dans les sections BD, illustration, la plupart du temps, c'est une majorité de femmes. Et ça, c'est pas récent, c'est déjà depuis des années. Et pourquoi ensuite, dans les librairies ou chez les éditeurs, les femmes disparaissent
ou qu'on va les retrouver surtout dans l'illustration jeunesse. Et donc je pense que c'est aussi un accès aux bourses artistiques, aux bourses d'écriture peut-être, enfin favoriser aussi une certaine économie qui permet aux femmes de créer. C'est vrai que les maisons d'édition, on pourrait leur demander de faire des stats chiffrés. Moi j'aime beaucoup les statistiques, ça fait voir plein de choses. Donc c'est vrai que si les éditeurs pouvaient faire leurs propres statistiques, parce que c'est frappant ce que vous dites sur, effectivement, il y a énormément de femmes en école. Et finalement, dans les sorties, qu'est-ce qui s'est passé? Où ont-elles disparu? Puis de normaliser, la lecture des BD de femmes. Quand c'est un homme lit une BD écrite par une femme, que ce soit pas une BD écrite par une femme, que ce soit une BD. Et que ce soit pas une niche dans un coin d'une librairie, BD de femmes. Il faut que ce soit mélangé, quoi, avec tout le monde, tous les autres. Oui, je pense aussi que les hommes doivent lire des BD faites par des femmes. Moi, on m'a déjà dit, pourquoi vous faites des BD qui d'office n'intéressent pas la moitié de l'humanité? Je ne sais pas. Voilà, c'est ça le problème. Donc voilà, c'est aussi peut-être les hommes lisaient des femmes. Et je pense que de toute façon, on est dans un système patriarcal, donc bon voilà, c'est à tous les niveaux qu'il y a petit à petit un entonnoir et que des femmes effectivement sont un peu évincées de ce système économique de la bande dessinée. Mais du coup aussi, bien sûr, les institutions c'est important, mais avec Elsa, ce qu'on s'est dit que faire les choses soi-même, c'était aussi parce que justement comme le contexte politique, les institutions c'est lié au financement, c'est lié à qui est au ministère de la Culture, les bourses, pareil, et tout ça. Donc, continuer à faire soi-même et continuer aussi à compter sur nous-mêmes, à faire des réseaux de solidarité entre autrices, entre personnes queer, et aussi faire des alliances aussi. Voilà, donc pas non plus compter que sur les institutions, parce que de toute façon, on n'obtient pas comme ça. Enfin, justement, c'est un mouvement qui va dans les deux sens, quoi. C'est en faisant soi-même qu'on obtient de la reconnaissance et qu'ensuite on peut essayer de l'utiliser pour faire découvrir peut-être d'autres personnes aussi. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, il me semble que vous avez quand même des projets, je ne sais pas si vous pouvez en parler. En tout cas, on s'est constitué en association avec Fanatic Female Frustration. Elsa et moi, on est toutes les deux autrices, donc c'est une partie de ce qu'on veut faire. Mais on aimerait bien continuer à promouvoir des figures d'autrices de bande dessinée que nous on adore et qui sont moins connues. Donc on réfléchit encore à quelle forme ça peut prendre. Mais en tout cas, c'est un sujet de réflexion. Ouais. Le projet immédiat, ça va être une traduction anglaise de Fanatic Female Frustration, parce qu'on va s'associer à Hairspray pour faire une exposition à Neurotitan à Berlin ce printemps. Trop bien, félicitations pour tout ça. Je reviens à la question du fait de construire le matrimoine, et peut-être me tourne vers vous, Camille de Singly. Donc, c'est une question d'équité, c'est une question, il y avait des femmes qui étaient créatrices et on les a invisibilisées dans les ouvrages, dans les publications, dans les livres d'histoire. Donc, il y a cet aspect-là. Mais il me semble que le fait de, aujourd'hui, revisibiliser ces femmes-là, donc c'est vous me dites si je dis des bêtises, mais c'est quand même permettre à des jeunes artistes aujourd'hui d'avoir un peu des modèles et de elles-mêmes s'emparer de leur pinceau pour faire d'eux-mêmes. Mais c'est aussi, il me semble, une question toute simple de connaissance de l'histoire et de mieux comprendre ce que les femmes artistes on peut aussi apporter à ce genre de la BD. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui, bien sûr. C'est pas que ça soit une montagne, mais on sent bien qu'il y a quelque chose d'énorme en fait qui est en train de se mettre en place à travers toutes les actions dont votre revue et tout ce travail autour de Aline Kominsky-Crumb est juste décisif. En fait, c'est aussi une question de petit à petit arriver à peut-être réécrire une histoire de la bande dessinée qui jusque-là quand on lit des histoires de bande dessinée, d'abord, il y en a pas tant que ça. En fait, elles ont souvent été écrites il y a déjà pas mal d'années, et elles sont évidemment essentiellement basées sur des hommes, en fait, sur des auteurs. Et on peut imaginer que si on réécrit aujourd'hui une histoire de la bande dessinée en se basant sur aussi tout cet apport décisif des autrices, en fait, on va raconter les choses de manière complètement différente. Pour plein de choses, en fait, on a parlé des sujets, de la question de l'autofiction, de la manière différente de raconter, de se représenter. Donc effectivement, de sortir des logiques de femmes-objets qui étaient souvent, pas tout le temps, mais assez souvent le cas. Mais il y a sans doute plein de choses. Il y a des manières de dessiner, il y a des manières de faire de la couleur. Il y a plein de choses en fait qui vont changer. Peut-être aussi des économies de support. Et donc ça reste aussi à faire. Et ça veut dire qu'en fait, c'est aussi vraiment re-raconter les choses.
Et ça, je pense que c'est un peu fou, en fait, quand on y réfléchit. C'est-à-dire que potentiellement, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on aura une vision complètement différente de ce qu'est la bande dessinée, en fait. Il faut le faire soi-même. Faut pas attendre que... En fait, il y a plein de personnes qui le font. Moi, je redis les rôles majeurs, et les hommes aussi sont actifs. Pour prendre un exemple, par exemple, l'œuvre de Nicole Claveloux a été réédité par Jean-Louis Gauthier de Cornelius. Pour rebondir sur ce que disait Sophie, qu'il ne faut pas attendre effectivement que les institutions ou que les hommes, enfin d'ailleurs les institutions sont souvent dirigées par des hommes, s'en emparent, enfin même si on aimerait beaucoup et on appelle à ce qu'ils fassent, mais c'est vrai que comme vous disiez, il y a beaucoup ce travail que finalement chacun peut faire d'aller rechercher des autrices oubliées. Du coup, ça serait peut-être ma dernière question, ça serait vous, comment est-ce que vous avez fait vous pour aller chercher des femmes autrices de BD? Est-ce que vous avez des tips à nous donner pour que nous, ensuite, on puisse aller découvrir de nouvelles artistes? Moi, j'applique la stratégie de Alice Coffin qui dit qu'elle lit plus que des femmes. Et parce que, en fait, c'est un effort conscient, parce que je me suis rendu compte moi-même en allant à Angoulême chaque année depuis quelques années avec nos différents collectifs, que à la fin, quand je regardais la liste de bouquins que j'avais achetés, et parfois quand j'étais sur un stand et que j'hésitais, assez systématiquement, je finissais par acheter le bouquin fait par un mec. Donc c'était un truc vraiment ancré, quoi. Et donc c'est quelque chose à déconstruire soi-même aussi. Enfin, de se dire, non, je vais faire de la discrimination positive. En fait, bon, déjà pour moi, c'est ce que je fais en tout cas. En fait, que ce soit dans la BD ou dans d'autres arts, les femmes sont quand même partout, ou les personnes queer aussi sont ultra présentes, et je pense qu'il faut aussi changer le regard qu'on a sur la culture, et peut-être comme dit Lucille, se déconstruire soi-même et éviter d'avoir soi-même des stéréotypes misogynes quand on a affaire à du contenu culturel créé par des femmes. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est juste ce qui me plaît naturellement le plus, parce que c'est ce qui va me parler le plus. Enfin, je sais pas, c'est en général, c'est ce qui est fait par des autrices de BD résonne plus que ce qui est fait par des auteurs de BD, même si bien sûr il y a des exceptions. C'est là que ce que vous faites, c'est important, parce que les jeunes dessinatrices vont se reconnaître en vous et ça va continuer la chaîne de l'inspiration. Puis nous, à notre niveau, on fait des expos à Sauve, on a envie d'essayer d'exposer plus de femmes, d'être un peu conscient de ça, de se déconstruire sans être trop totalitaire non plus. Mais faut faire le taf, ouais. Et du coup, Elsa, il me semble qu'on m'avait parlé aussi du fait d'aller en festival pour découvrir de nouvelles autrices. Oui, ça on a beaucoup fait avec Lucille, et notamment des festivals à l'étranger. Je pense par exemple quand on était au Crack Festival à Rome, ça nous a permis aussi de découvrir des autrices espagnoles, croates, belges, italiennes, et que c'est aussi, je pense, sur tous les milieux des festivals un peu punk, underground, c'est des milieux très masculins. Et du coup, à Rome, on a fait l'expérience où, entre autrices, ça a tout de suite cliqué, on s'est tout de suite reconnus. Et on a aussi parlé avec le directeur de ce festival qui a aussi reconnu ça et qui avait aussi l'envie de mettre plus les femmes à l'honneur. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi parfois quelque chose de quand même qui reste frustrant, c'est la barrière de la langue. Moi, je sais qu'il y a plein de mangaka que j'ai envie de lire en français et que je peux pas. Et j'ai l'impression, en tout cas dans les maisons, qu'il y avait une période au début des années 2000 où il y avait plus de maisons d'édition qui traduisaient des seinen ou des josei, donc c'est-à-dire des mangas qui s'adressent à un public adulte pour femmes, enfin les josei. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a moins. C'est hyper personnel, mais voilà. Donc il y a quand même cette idée aussi que les éditeuristes ont tellement un gros pouvoir quand même pour faire découvrir des choses. Où là, par exemple, en lisant le livre sur le matrimoine de la BD, des autrices espagnoles ou mexicaines qui ont l'air incroyables et que c'est plus difficile d'accès. Donc nous, on a pu découvrir aussi par nos recherches des autrices anglophones et des autrices françaises. Mais après, il y a plein de domaines où ça dépend pas forcément que même de nos recherches ou de notre volonté d'aller chercher ça, quoi. Parce que vous avez fait un mémoire, un travail de recherche pendant vos études. Oui, mais on a toutes fait ça. Mais en gros, mon domaine de recherche, c'était les représentations des corps masculins érotisés par les autrices de BD, parce que je trouvais qu'il y avait rien. Et voilà, il y avait rien du tout. Et donc je cherchais. Est-ce que j'ai vraiment voulu voir si ça existait, et si c'était juste que j'avais pas bien lu, pas bien trouvé. Et voilà.
Et ça existait ? En tout cas, c'est comme ça que je suis tombée. En fait, j'ai commencé par regarder dans tout ce qui était pornographique et érotique. Et là, en tout cas, dans tout ce qui est français, il y avait quasiment rien, où il y avait quelques autrices qui servaient un peu de caution excitatoire pour le lectorat masculin. Parce que c'est un lectorat de toute façon qui est très masculin, donc c'est l'espèce de serpent qui se mord la queue, quoi. Et donc c'est après que je me suis dit, il faut que j'élargisse mon champ de recherche. Et c'est là que du coup j'ai commandé les Women's Comics, Tits and Clits, White Satin, qui est aussi des revues plutôt érotiques, donc américaines. Et voilà. Et après, je regardais plus dans la BD aussi indépendante et cherchais plus les scènes d'amour, les scènes de sexe dans ces récits-là. Et j'ai quand même constaté qu'il y a vraiment quand même une différenciation sur l'objectification des corps, la manière de représenter les corps de manière morcelée ou pas, de manière fétichisée ou pas. Il y a c'est vraiment, ça se voit très clairement, quoi. Intéressant. Et alors vous, Camille, est-ce que vous avez des conseils pour les auditeurs, auditrices, sur comment retrouver des femmes artistes oubliées? Moi, alors, comme j'ai envie aussi de revenir dans le temps, j'ai tendance en fait à faire tout ce qui est librairie d'occasion et à rechercher toutes les femmes. Donc c'est systématique. Je fais un espèce de travail de ratissage partout où je vais. Et c'est vrai que ça permet aussi, de la même manière en fait, dans ces formes un peu radicales, de faire. Ça oblige à regarder qui est femme. Parfois on le sait pas toujours en fait. Il y a et puis à relever des choses oubliées, méconnues, et qui sont tout le temps intéressantes en fait, parce que il y en a si peu. C'est nécessairement intéressant. Sophie, vous avez des choses à rajouter ou? Moi, je suis d'abord attirée par le dessin quand je vois une BD, mais si je vois que c'est une femme, là, je sens une vraie connexion, c'est vrai. Mais je vais pas aller chercher forcément, mais je suis contente si je vois que c'est une fille. Très bien. Je suis pas une bonne féministe. Désolée. On ne juge personne, on ne juge personne. Si vous n'avez rien à rajouter, on peut passer aux questions du public. Alors malheureusement, on n'a pas de micro sans fil à faire passer. On est limité techniquement. Mais c'est un amphi. On n'est pas très loin les uns des autres. Donc je propose que les gens qui veulent prendre la parole, vous levez la main et vous dites fort votre question et je pourrai la répéter au micro pour être sûr que tout le monde l'a bien entendu. Donc qui a une question dans la salle ? Là, normalement, c'est le moment où tout le monde hésite à poser sa question, mais allez-y. J'attends tant que quelqu'un se dévoue pour poser la première. Allez-y, monsieur. Moi, je m'appelle Évariste Blanchet. J'anime une revue qui s'appelle Bananas, qui est une revue qui est axée sur un peu l'histoire de la bande dessinée. Où justement, dans cette revue, on essaye de réviser un petit peu dans le bon sens la bande dessinée. Donc, toutes les initiatives qui permettent de corriger ce qui a été mal fait avant, c'est forcément des choses que je soutiens. Toutefois, je suis quand même en désaccord assez total et assez ferme sur le point de départ que vous adoptez, notamment qui est adopté dans le livre de Camille de Saint-Gly. Alors, j'ai lu juste les premières pages. Je ne me permettrai pas d'avoir un avis sur l'ouvrage en général, mais grosso modo, dans les premières pages, ce que vous dites, c'est que la question un peu de sous-représentation des femmes, l'aspect quantitatif, a été mis en avant, en quelque sorte, pour invisibiliser les femmes. Et la preuve, vous dites, quand on demande à des gens de citer des noms, c'est toujours les mêmes qui reviennent, c'est Topfer, c'est Hergé, c'est Disney, etc., etc. Et donc c'est vraiment la preuve qu'on cherche à invisibiliser les femmes. Moi je pense que cet argument quantitatif, c'est un argument qui est, pour moi, qui est un argument qui est essentiel. C'est-à-dire c'est un argument qui explique tout. Il y a peu de femmes, donc il y a peu d'œuvres, et s'il y a peu d'œuvres, forcément les chefs-d'œuvre, il n'y en a pas des masses. Donc c'est simplement, je dirais, un problème qui est quantitatif. Évariste, excuse-moi, mais... Excusez-moi, mais c'est un point que je trouve extrêmement fondamental. Effectivement,
effectivement, si on demande quelles sont les autrices en France, tout le monde dit Claire Bretéché, Florence Estac, Chantal Montelier, et on va rajouter 2-3 autres. Jessica Cohn, que Camille connaît bien, a fait un travail de recherche sur cette question en France. Et on en parlait, et il nous dit, voilà, j'ai fait tout un travail de recherche sur les dessinatrices de bande dessinée en France avant les années 60. Alors, moi je dis, écoute, il y a Madame Funken, Marie Mad, 3-4 de celles qui ont travaillé dans la presse pour enfants, et elle me dit, j'en suis à 60, avant les années 60. Alors, je ne dis pas qu'elles ont fait des carrières colossales, mais c'est toujours la même chose, tu trouves ce que tu cherches. On peut répondre aussi peut-être. Donc, on a une première question qui est plus une interpellation qu'une question, qui est donc le monsieur de la revue Bananas, qui, si je résume, dit je suis en désaccord avec votre point de départ, qui est de dire que les femmes ont été invisibilisées, alors qu'en fait, c'est surtout qu'elles étaient peu présentes et que d'un point de vue quantitatif, c'est normal qu'on les voit peu puisqu'elles étaient peu là, si je résume bien vos propos. Et donc, un monsieur dans la salle qui vous répond en disant, vous citiez le travail de Jessica Cohn, qui, elle, a cherché des autrices, dessinatrices avant les années 60 et qui en trouvait 60, et donc vous concluez un nombre important, et vous disiez effectivement, on trouve ce que l'on cherche. À partir du moment où on se pose une question, Camille peut expliquer ça très bien. En recherche, en général, si on se pose la question de savoir est-ce que ça existe, on va commencer à regarder les choses d'une autre manière. C'est vrai pour tous les domaines. C'est vrai en physique nucléaire, c'est vrai en astronomie, c'est vrai en ce qu'on veut. Et là, dans le cas précis, je précise que j'apprécie beaucoup le travail que fait Varis par ailleurs, mais sur ce point-là, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Ok. Qui veut répondre à cette interpellation ? Peut-être je peux, en plus, comme c'était directement sur la question effectivement du livre, bien sûr, je suis pas du tout d'accord avec vous, mais ça c'est pareil assez évident, et je rejoins aussi Jean-Pierre Mercier avec qui on discute régulièrement de ces questions-là. En fait, ce qu'on voit surgir à travers un travail de recherche qui est mené partout dans le monde, c'est qu'en fait, il y a énormément d'autrices qu'on a complètement oubliées. Et donc, énormément d'autrices, c'est beaucoup, en fait. Tu parlais des 60 listées par Jessica Cohn, mais je veux dire, c'est des centaines d'autrices, en fait, partout dans le monde qui ont été oubliées. Et là, oubliées, c'est-à-dire, c'est pas qu'on les connaît pas assez, c'est juste qu'on a oublié leur nom. Et peut-être que, en fait, les recherches d'aujourd'hui, qui aussi sont associées, par exemple, à une reconsidération de l'illustration jeunesse, qui a longtemps été déconsidérée. Illustratrice pour enfants, c'était nécessairement une sous-catégorie, en fait, dans le travail d'autrice. Le fait de aussi valoriser ces formes-là, ça permet d'avoir des autrices qui ont fait à la fois de l'illustration jeunesse et aussi de la bande dessinée pour adultes. Nicole Clavelou en est un exemple parfait, mais en même temps, il n'y a pas non plus. Elle est déjà connue, en fait. Et donc là, on parle de figures bien plus oubliées. Mais c'est évident qu'on va reconsidérer les choses. Et là, on parle d'autrices actives, notamment déjà dans toute la première moitié du XXe siècle. Quand on parle de Claire Bretéché, quand on commence à dire Claire Bretéché, c'est la première. Claire Bretéché, elle est née en 1940. Je veux dire, c'est très tard, en fait. Je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à ça. C'est, vous dites, il y avait très peu de femmes, et en fait, à chaque génération, il n'y avait pas de femmes. Donc déjà, oui, il y avait moins de femmes que d'hommes, mais il y a toujours eu des femmes. Et justement, ce travail de Maris René-Hertimann, elle en a récupéré des centaines de noms de femmes qui ont, à un moment ou à un autre, été au scénario, au dessin, ont été éditrices, ont travaillé dans ce milieu de la bande dessinée. Et ensuite, quand on parle d'invisibilisation, on parle de manière systémique. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il y a un conciliabule d'hommes qui se sont réunis et qui chaque année se disaient surtout, elle, on n'en parle pas. C'est que c'est à chaque étape que, bizarrement, on se retrouve par plus parler des femmes, par oublier qu'elles existent à tous les niveaux. Qu'on en fait moins la promotion, les éditeurs en font moins la promotion, c'est quelque chose qui est dans l'inconscient collectif, c'est quelque chose qui est de l'ordre du système patriarcal. Et c'est pour ça que je comprends que ça puisse vous énerver de dire invisibilisation, mais faut voir ça au niveau systémique et pas au niveau individuel.
Donc vous dites que effectivement, on voit bien que dans la liste des grands prix du Festival d'Angoulême, il n'y avait aucune femme qui ont obtenu le prix avant. Donc vous dites 2016, que c'est très récent, alors que du coup les femmes qui obtiennent le prix sont aussi des femmes qui n'ont pas commencé leur carrière en 2016, mais qui étaient là déjà avant. Et donc vous dites que vous avez fait une école, c'est ça, enfin qu'en école il y a beaucoup de femmes et que ce qu'on disait tout à l'heure, elles ne sont pas publiées. Donc posez la question de comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe et pourquoi les institutions ne se remettent pas en cause sur ce gap-là entre le nombre d'étudiantes qui donc ont été sélectionnées et qui a priori sont talentueuses et le nombre de femmes publiées. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Ah non, mais 100% d'accord en fait. Enfin... Je me demandais s'il y avait des annuaires, parce que dans bande dessinée, il y a la bibliothèque, ou est-ce qu'il y a des annuaires justement d'autrices en particulier, est-ce que c'est aussi une technique Donc c'est Claire Translate, donc qui fait de la BD et qui nous demande s'il y a des annuaires de femmes artistes pour s'y plonger. Alors en fait, c'est vraiment un des enjeux, ça fait partie des outils sur lesquels on est un certain nombre à travailler sur la constitution de ces listes. Donc par exemple, dans cet ouvrage, on a fait un index pour être sûr et qui était consacré à lister toutes les autrices qui étaient mentionnées dans le livre ou les collectifs ou les revues. En fait, il y a aussi des hommes qui sont en train d'établir des listes. Je donne volontairement aussi des exemples. Il y a Yves Frémion, qui écrit des chroniques aussi sur les autrices femmes pour les cahiers de la bande dessinée. Il m'avait dit qu'il avait en travail un dictionnaire des autrices femmes, mais je pense que voilà, c'est un travail gigantesque. Il avait beaucoup de noms. Les autrices elles-mêmes, ça fait des années qu'elles essayent de faire des listes. Jeanne Puchol, Johanna Schipper avaient des listes qui grandissent. Donc Jean-Pierre, tout à l'heure, tu parlais de Jessica Cohn et Marie-Renée Hertiman, qui a co-dirigé le livre. Elle vient soutenir sa thèse de doctorat et en fait, elle a listé 652 noms d'autrices au sens large, donc comprenant aussi scénaristes, coloristes, c'est-à-dire vraiment voilà, dans le champ, et même je crois qu'elle a inclus aussi des éditrices. Donc en fait, ça donne déjà, en fait, ça c'est un outil quand il sera accessible, qui est déjà un outil très intéressant, quoi. C'était juste pour abonder dans tout ce que vous avez dit avec un exemple récent. Je devais faire un atelier formation autour de la BD. Du coup, je cherchais à me replonger les grandes bases. Donc, je suis allée à la bibliothèque du coin. J'ai regardé ce qu'il y avait comme livre sur l'histoire de la BD. J'ai tout pris, un peu, on va tout regarder, tout ça. Et en fait... il y avait un décalage, une obsolescence gigantesque par rapport à déjà là où on se situe maintenant depuis 10 ans. Et ce qu'il y avait dans ces livres où j'étais là, mais c'est pas possible, ils se sont tous refilés la même fiche. Ils font très bien leur travail là où ils étaient, à cet endroit-là, quand ils ont fait le livre. Il n'y avait plus rien qui avait... Enfin, déjà, ça n'avait plus rien à voir avec le monde de la BD tel qu'il est, même pour moi en tant qu'aspirante autrice BD maintenant. Mes références, elles ont déjà elles-mêmes changé depuis 10 ans. Il y a déjà beaucoup plus de femmes que ce que j'avais quand j'étais fan, je ne sais pas, à 19 ans, où il y avait 3 mecs, quoi. Il y avait Johannes Spa et tout ça, et, parce que c'est un film de l'espace et tout ça. Et là, c'est déjà plus du tout le même paysage antérieur, et j'en suis heureuse parce que grâce à la formulaculaire ou même tout ça, ça bouge aussi en fait à l'intérieur. Et moi, les références, les 3 mecs dont ils me parlaient, ça n'avait rien à voir avec mon paysage, ma construction personnelle, imaginaire. Enfin, c'est un peu pour revenir sur tout ce qui s'est changé là. C'est comme ça qu'elle va se faire. Enfin, je ne sais pas si on interrogeait, il va y avoir des jeunes femmes là, de 20, 25 ans qui commencent des études d'art. Moi, je suis curieuse de savoir déjà c'est quoi leur référence par rapport à ce que j'avais moi à leur âge. Donc, je résume cette anecdote qu'on nous raconte. Donc, vous expliquez que vous avez en bibliothèque universitaire, dans le cadre de vos études, pour un peu vous replonger dans l'histoire de la BD, et que vous vous êtes rendu compte que tous les livres, finalement, avaient une vision un peu old school, on va dire, ça, comme ça, et racontaient tous un peu la même chose, et finalement étaient déjà complètement en décalage avec vous, ce que vous voyez, les références que vous avez aujourd'hui, qui sont, du coup, si je comprends bien, beaucoup plus féminisées. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus ? Oui, et je pense aussi que... au-delà juste de la curiosité de la constitution d'un patrimoine, pour les autrices de BD, notamment les autrices de BD aspirantes, en fait, c'est vraiment un besoin vital, je pense, d'avoir accès à des autrices de BD
exemple, tout à l'heure, je vous racontais comment j'ai découvert par hasard le travail de Caroline Sury. Mais avant, l'une des références cool qu'on m'avait données pour quelqu'un qui fait du noir et blanc à la BD, c'était Nicolas Baudouin. Et en tant que femme, je me disais, waouh, c'est ça. Enfin, comment je vais faire, si c'est ça qui est bien, comment moi je vais faire du Nicolas? Enfin, c'est impossible en fait. Et donc du coup, juste avoir des références masculines qui en plus ont un regard sur le corps féminin qui est très objectifiant, en fait c'est super décourageant et ça peut aussi arrêter des carrières. Parce qu'on se dit, mais en fait, si c'est ça ce qu'on doit faire pour réussir dans la BD, c'est impossible de le faire. Donc on peut se retrouver complètement désarmé en fait. Et ouais, la force aussi du collectif, ça encourage énormément. Enfin, nous, on est dans un atelier avec 12 femmes, 12 autrices, créatrices, journalistes, etc. Mais beaucoup d'autrices de bande dessinée. Et ça, c'est vraiment un atout incroyable pour le quotidien aussi, et pour justement comment on se crée nos imaginaires, comment on se montre nos travaux les unes aux autres. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est pas à négliger, c'est les conditions sociologiques du travail aussi en tant qu'autrice, parce que ça joue énormément sur justement l'énergie qu'on a pour continuer à faire un métier qui est quand même dur, qui est de moins en moins bien payé, qui demande énormément de temps. Et donc si on est isolé à la campagne et qu'on n'a pas d'autres amis qui vont nous encourager quand on a un moment de doute, forcément ça réduit beaucoup le nombre de femmes qui ont cette énergie-là pour vraiment continuer à travailler dans ce domaine. Heureusement, on a notre ange gardien, Aline Kominski-Crum, qui nous donne toujours le courage d'oser. Parfait. Oui. C'est pas une question mettant un conseil que si on n'a pas d'entourage qui fait de la bande dessinée, qu'on cherche, on peut demander si on a possibilité financière aussi de chercher un stage avec les autrices, avec des collectifs de femmes, et c'est un rapport direct qu'on aura avec leur travail, avec leur milieu, voir comment elles existent, comment elles pratiquent. Je sais que c'est quelque chose qui peut aider si on cherche à se rapprocher d'un milieu de la bande dessinée. Ok. Donc un conseil. Merci à vous. Sur effectivement les femmes qui veulent se lancer dans la BD, qui n'ont peut-être pas de proches qui sont déjà dans ce milieu. Donc ce que vous dites, c'est bien de chercher à faire un stage auprès d'une autrice pour pouvoir un peu mettre un premier pied dedans et se familiariser avec tout ça. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Non, mais c'est vrai que la BD, c'est comme il n'y a pas d'argent, c'est quand même pas un milieu extrêmement snob. Donc en général, les autrices sont accessibles pour discuter et pour échanger, quoi. Et puis pour accueillir du monde quand on a l'espace pour le faire, ouais. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.